Nous ne savions pas vers où il dérivait, nous ignorions la force du courant. Allait-il se retrouver dans la mer, loin de la Terre? On n'en avait aucune idée. Ce matin-là, la météo n'était pas agréable. C'était très venteux et il y avait beaucoup de brouillard. Il neigeait, c'était brumeux. La visibilité était très réduite au début de la matinée. La marée était haute, la lune était pleine et nous étions tout près du solstice d'été. Tous les éléments étaient réunis pour que la glace cède. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au pôle Nord et dire c'est sans risque, sans danger. Non, ça peut fondre à tout moment. Nous cherchions l'aventure dans le haut Arctique, mais en fin de compte, nous avons vécu une aventure très différente. Le sergent Gouet a fait partie de ce sauvetage d'envergure survenu dans le Grand Nord. Le secours est historique puisqu'il est l'un des plus importants ayant eu lieu au nord du Canada. Nous avions 20 personnes coincées sur une plaque de glace à la dérive et nous n'avions pas beaucoup d'informations, sinon qu'elle dérivait au large et qu'elle disposait d'un camp. Le sergent Gouet est un secouriste d'expérience depuis plus de 20 ans. Il n'en fallait pas moins pour réussir une mission plutôt mal engagée. On s'entraîne constamment. Nous sommes conscients des difficultés et des dangers de cet environnement. Donc lorsque vient le temps de faire notre travail, on peut le faire sans se soucier des facteurs de stress et des imprévus qui pourraient survenir. Arctic Bay est reconnu internationalement pour le tourisme d'aventure. L'endroit est l'un des plus exceptionnels pour l'observation de mammifères marins. Les safaris arctiques connaissent une popularité croissante, ce qui augmente fortement le risque d'accident et d'intervention dans cette région éloignée. L'expédition s'appelle la Grande Migration du Passage du Nord-Ouest. Elle se concentre surtout sur l'observation des baleines. Jason Hillier est l'un des guides d'Arctic Kingdom Polar Expedition, une entreprise du Nunavut qui offre à ses clients des expériences exceptionnelles dans le Grand Nord. Des visiteurs du monde entier prennent part aux expéditions de la compagnie pour observer dans leur habitat naturel les baleines boréales, les phoques, les narvals, les belugas et les ours polaires. Les touristes ont aussi la possibilité de nager et de plonger avec les baleines. C'est un lieu où les baleines elles restent bloquées jusqu'au moment où la glace se fonde, s'ouvre et crée un passage. Et là, les baleines, elles passent. C'est très exotique et isolé. Il est très rare de se rendre sur une banquise. L'expédition commence dans la communauté d'Arctic Bay, au nord de l'île de Baffin, au Nunavut. Nous voyageons en motoneige à partir d'Arctic Bay, à travers l'Admiralty Inlet. L'endroit où nous avions établi le camp se trouvait d'ailleurs presque au milieu de l'Admiralty Inlet, juste au sud de l'Elwyn Inlet. Mais ces endroits isolés, perdus au bout du monde et loin de toute civilisation, comportent des risques. « 24 juin 2013 au matin. Les forts courants marins et les grands vents de la nuit provoquent des secousses importantes sur la banquise. La plaque de glace sur laquelle se trouvent les touristes s'est détachée de l'île de Baffin, entraînant le groupe à la dérive. Un réveil inquiétant pour les visiteurs du Nord. Nous nous sommes levés à 7 heures et nous avons remarqué à ce moment-là que le paysage avait changé. Nous avons alors très vite compris que nous étions à la dérive. C'est un immense morceau de glace. On ne voyait pas vraiment l'extrémité. Tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait de la glace tout autour de nous. Nos guides ont simplement dit « Écoutez, nous sommes entourés d'eau et pour le moment, il n'y a aucun moyen pour nous de descendre de la banquise. » Nous n'avions pas de bateau avec nous à ce moment-là. Sans embarcation, personne ne peut s'échapper de cette prison de glace. Mais le pire est que la glace peut se disloquer à tout moment, risquant d'entraîner les membres de l'expédition vers une mort certaine. Les vents et les forts courants marins réussissent à faire avancer la glace jusqu'à une vitesse de 1 km/h. Nous étions préoccupés par le moral des participants de l'expédition. Ils étaient un peu anxieux. Ils voulaient comprendre ce qui se passait.
Nous savions que nous devions mettre en place un plan d'action et nous avons commencé à passer quelques coups de fil. La situation est alarmante. Il faut, coûte que coûte, rejoindre le continent pour se mettre en sécurité. À un certain moment, il y avait aussi la possibilité qu'un avion, un Twin Otter muni de ski, puisse atterrir sur l'île de glace. Alors les gens d'Arctic Kingdom ont construit 2 pistes à l'aide de bidons d'essence et de sacs à ordures remplis de glace. Ils ont aménagé 2 pistes de 400 mètres dans 2 directions, en se basant sur la direction du vent. En fin de compte, on nous a informé que le Twin Otter n'allait pas pouvoir atterrir sur la glace. We were here this morning. Yes. And now we are around here now. That's how much? How many kilometers? 15 kilometers. 15 kilometers. 15 kilometers. We've drifted out to the large for 15 kilometers. Wow. Les Inuits étaient inquiets lorsqu'on regardait le GPS. Ils ont vu combien de kilomètres on a dérivé. Donc, ils n'avaient jamais vu ça. Hein? Et c'est des guides quand même. Hein? Ils n'avaient jamais su ça de leur vie. Et ils n'ont jamais vécu une expérience pareille. Le pire dans ce genre de situation, c'est l'incertitude. Voilà. Je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut savoir qu'on est dans une phase de changement climatique. Là. Ça y est, ça se passe sous nos yeux. J'ai rarement eu l'occasion de voir ça parce que j'ai toujours fait des voyages un peu insolites. Mais là, j'ai découvert comment les gens peuvent paniquer. Oui, peuvent paniquer. Winnipeg, à 3000 km au sud. C'est de cette base militaire canadienne de grande importance que le sergent Gouet et son équipe décollent pour aller secourir les touristes en danger. Malgré les distances considérables à parcourir, les membres des forces armées du 435e escadron sont prêts à intervenir, peu importe l'endroit. Ces militaires effectuent plus de 1000 sauvetages par année, couvrant ainsi l'un des plus importants territoires nordiques au monde. L'équipage, composé de 7 militaires, dont 2 Sartec, doit voler pendant près de 5 heures avant d'arriver sur les lieux du drame. Les possibilités de secours au Canada sont aussi vastes que le pays lui-même. Nous savions approximativement où ils se trouvaient, mais nous ne connaissions pas leur position exacte. Lorsque nous sommes partis à leur recherche, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour les retrouver. Il était facile de voir les tentes, les motoneiges et les gens qui se déplaçaient. Nous les avons trouvés sans trop de difficultés. Nous avons entendu l'avion avant de l'apercevoir. Nous avons entendu un bourdonnement sur la banquise, un fort bruit diffus. Je n'ai jamais vu un avion aussi immense voler si près de l'océan. C'était impressionnant. On voit un Hercule C-130 qui arrive. Je peux vous dire que j'ai ressenti un énorme soulagement quand on a aperçu l'avion. Nous avons eu l'impression que tout allait bien se passer. Ensuite, l'avion s'est mis à voler en cercle au-dessus de nous. C'était un grand soulagement. Nous nous sentions en sécurité à ce moment-là. Le reste de la planète savait maintenant où nous nous trouvions. Les militaires canadiens font plusieurs vols de reconnaissance au-dessus de la Seine. Ils cherchent à avoir une idée précise de la situation. Ils sont en train de vérifier le passage de l'autre côté vers les autres montagnes, de l'autre côté de la passe. Ils pensent qu'on est sur l'océan ici, et que la Terre est à 20 km de nous, et que l'océan est en train de fondre. Nous ne savions pas vers où ils dérivaient, on ignorait la force du courant, on ne savait pas ce qui se passait, on ne connaissait pas bien la région. Tout ce que nous savions, c'était que 20 personnes dérivaient sur la banquise, puis qu'il y avait une côte à 5 km de là et une autre 24 km plus loin. Entrerait-il en collision avec la côte? Dériverait-il jusqu'à l'océan en s'éloignant du continent? On n'en avait aucune idée. Nous avons dû survoler l'endroit à basse altitude pour évaluer la situation. On voulait connaître la taille du morceau de glace, on voulait savoir quel était son diamètre, de quelle grosseur était la banquise où ils étaient et quelle était l'épaisseur de la glace. La dimension totale de l'île de glace est de 9 km². La banquise est suffisamment épaisse pour supporter le groupe.
Mais impossible pour le Hercule de se poser. L'urgence est de pouvoir communiquer directement avec le groupe le plus rapidement possible. Il fallait trouver une façon de communiquer avec eux. Alors on a lancé un émetteur radio. Rapidement, on a pu savoir ce dont ils avaient besoin et leur dire qui nous étions. Des radioémetteurs sont largués. Une communication directe avec le groupe est indispensable. On va voir ce que le message que l'avion a jeté nous dit. Par communication radio, les Sartec veulent connaître l'état de santé des naufragés. Les gens au sol, après avoir récupéré la radio, nous ont dit que tout le monde allait bien, mais qu'ils étaient préoccupés par la banquise. Après quelques minutes de discussion avec Jason Hillier, le Sartec David Gouet comprend vite qu'il faut d'urgence mettre le groupe en sécurité. Le risque majeur est une mort rapide par hypothermie dans l'eau glacée, si la glace venait subitement à céder. Le Sartec décide donc de larguer rapidement 3 bateaux de sauvetage avec un maximum de précautions. Voilà ce qu'on a fait. On a largué les trousses de sauvetage dans le sens du vent parce que nous ne savions pas si elles s'endommageraient. On savait que la glace faisait 5 pieds d'épaisseur, mais on ne savait pas quel serait l'effet de l'impact. On ne voulait pas prendre le risque de les larguer près des gens. Alors on a choisi de le faire quelques centaines de pieds plus loin pour éviter les risques de blessures. On en avait attaché 3 ensemble. Elles s'activent au contact de l'eau ou manuellement. Puisque nous les avons lancées sur la glace, elles ne se sont pas déployées. Nous avons expliqué aux gens comment le faire. Ensuite, nous leur avons demandé d'aller récupérer les trousses de sauvetage prudemment et de les amener vers le camp. Ils se sentaient à l'aise de le faire parce qu'ils avaient maintenant du matériel de sauvetage à utiliser si la glace venait à céder. Mais faute de carburant, l'Hercule ne va pas pouvoir rester plus longtemps ni sauver le groupe tout de suite. Bien que l'appareil ait une autonomie de 7000 km, il doit repartir immédiatement pour ne pas se mettre lui-même dans le rouge. Mais avant de partir, l'équipage explique aux touristes qu'il sera de retour et que des renforts ont été appelés. Heureusement pour nos naufragés des glaces, le major Martin Pesant, pilote d'un escadron tactique d'hélicoptères, stationne au Nunavut en mission spéciale. Il est à 1000 km des naufragés. C'est lui le plus près. Le major Pesant n'hésite pas une seconde à aller secourir le groupe, malgré une météo qui s'annonce très mauvaise. La météo était pas trop belle ce matin-là. Vraiment, c'était marginal, là. On avait essayé dans 4 vallées différentes. On était une formation de 2 hélicoptères, donc un qui essaye une vallée, l'autre essaye l'autre, puis on se parle, puis là, on se voit plus. Je regardais le plan d'eau, puis il y avait de la glace, puis je n'étais pas capable de déceler l'horizon du tout. Malheureusement, après plusieurs heures de vol, les conditions climatiques deviennent trop dangereuses. Le major Pesant décide à contre-cœur de se poser et d'attendre que la tempête passe. Pendant ce temps, le groupe patiente dans l'incertitude et la solitude. Mais un événement inattendu va complètement renverser la situation. Entre le moment où nous les avons quittés ce soir-là et le lendemain matin, la banquise avait dérivé jusqu'à la côte. Nous avons dérivé pratiquement à partir du centre de ce bras de mer vers cette côte. Puis nous avons touché la terre ferme ici, juste en haut d'Elwyn Inlet. C'est ici que nous avons trouvé une cabine isolée. Notre priorité, c'était quitter la banquise en toute sécurité. L'opération est délicate et les risques sont grands de chuter dans une eau glaciale. Mais l'instinct de survie est le plus fort et tout le groupe tente sa chance pour rejoindre la terre ferme. On y va à fond. Tout le monde court. Ça a fini à travers l'eau, presque dans l'eau, etc. Mais ils ont fait passer tout le monde. C'était une nuit polaire, jour, et donc toute l'après-midi, ça a été la course, etc. Et vous êtes dans des vêtements humides mais étanches. Et la nuit arrive là-dessus. On a passé 12 heures à se cailler. Par un coup de chance extraordinaire, peu importe comment on peut appeler ça, une cabine se trouvait sur la rive. Même s'il n'y a pas d'arbres dans l'Arctique, on peut trouver du bois flottant. On en a donc ramassé, puis on a fait du feu et on a fait bouillir de l'eau. Ainsi, on a pu se préparer des boissons chaudes. Tout le monde a donné un coup de main pour qu'on soit au chaud.
Tout le monde a pu regagner la terre ferme sain et sauf, mais pour autant, personne n'est encore véritablement sorti d'affaire. Le groupe est épuisé. Cela fait plus de 30 heures que les touristes et leurs guides sont en attente d'être évacués. Le lendemain matin, j'ai dit, écoutez, on est prêt là. On avait notre essence, on avait notre équipage, tout était beau. Et la météo était beaucoup mieux. C'était pas parfait encore. Le centre de coordination nous a dit, bon, ben écoutez, allez-y, voici les coordonnées exactes. Ici, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le Grand Nord ne le pardonnerait pas. Dans l'Arctique, les membres de l'aviation royale canadienne doivent faire preuve d'une parfaite analyse de la situation. Les conditions climatiques extrêmes, l'isolement et les grandes distances à parcourir sont autant de facteurs accidentogènes. En cas de pépin, de tempête ou de bris mécanique, les militaires doivent être prêts à faire face à toutes les situations. Lorsque nous avons entendu les hélicoptères, nous avons passé quelques minutes à les chercher du regard dans le ciel. Ils sont finalement apparus. C'était une vision digne d'un film. 2 hélicoptères qui survolaient la montagne au-dessus du fjord pour atterrir tout près du camp. Les hélicoptères atteignent enfin le groupe en perdition. On a atterri en formation, à l'écart des gens. Les mécaniciens de bord ont sorti de l'appareil. Ils sont allés parler aux gens, puis on dit, bon, mais écoutez, on a besoin des groupes. Ça va être des groupes de 5 personnes à la fois. Puis emmenez seulement ce que vous avez sur le dos avec un petit sac. Les 2 hélicos qui atterrissent, ils n'ont pas hésité à un moment où ils atterrissaient. Hop, ils ont le briefing tout de suite. Dans 5 minutes, chacun montait, hop, parti. Tout était rodé, tout était parfait. Non, les secouristes étaient vraiment top. Vraiment top. Et ce n'est qu'en s'envolant dans les airs que les aventuriers se rendent compte qu'ils s'en sont sortis in extremis. C'était très étrange d'avoir une vue aérienne de la banquise à partir de l'hélicoptère, parce qu'elle était en morceaux. Nous ne pouvions pas savoir, vu du sol, à quel point elle avait rétréci. Nous avons pensé, il est temps que nous partions. Ça partait en miettes. Hein. C'est évident que le bloc de glace sur lequel on était, quelques heures plus tard, voilà, il diminuait jusqu'à 1 km². Hein. L'histoire se termine bien, mais un peu plus et l'aventure aurait tourné au drame. Après une intervention s'étant déroulée sur 36 heures, les militaires réussissent un exploit en réalisant avec succès l'une des plus importantes missions de recherche et de sauvetage survenues au Nunavut.